Un plateau, deux invités seuls devant les caméras. Ils sont là pour mener un débat exactement comme ils le veulent. Alors on commence par vous, présentez-vous. Je m'appelle Claude Lorgus, je suis glaciologue. Ma passion, mon métier, c'est l'étude des glaces, celle de l'Antarctique, celle de l'autre bout du monde. Et là-bas, nous avons trouvé dans ces carottes de glace qui sont accumulées depuis des millions d'années, beaucoup d'informations sur l'histoire de notre planète et donc des pistes sur son devenir. Même question, qui êtes-vous ? Je m'appelle Alain Gras, je suis professeur de sociologie et anthropologie des techniques à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et je dirige une équipe qui travaille sur la manière dont les usagers se réapproprient les techniques, et aussi nous nous interrogeons sur le sens du progrès technique et de l'évolution. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser, avec la lumière rouge qui s'allumera si on le juge utile. Bien, anthropocène, c'est un terme qui commence à être dans la littérature, les écrits. Et pour être simple, disons que c'est le moment où l'homme, après s'être battu contre la nature pour survivre, eh bien, il prend le contrôle de l'environnement de la planète. Et l'anthropocène, ça se caractérise par le fait qu'il détruit cette planète dans laquelle il vit. C'est-à-dire qu'il bouffe, en somme, ses ressources. Oui, moi j'ajouterais que, en quelque sorte, c'est aussi une nouvelle ère philosophique, puisqu'on réalise maintenant le projet de Descartes, rendre l'homme maître et possesseur de la nature. Descartes ne le voyait pas du tout sous cette forme-là, mais en réalité, la démesure dans laquelle on entre au XIXe siècle donne à projet Descartes toute sa force et sa dimension, je dirais, hubrique, c'est-à-dire qui correspond à une certaine folie de l'homme, parce qu'il a entre ses mains les moyens de transformer d'une manière radicale la nature, ce qu'il n'avait jusque-là jamais eu. J'aime bien ce mot philosophe, là, parce que nous, on l'a mesuré, cet effet. Et on est capable de dire, effectivement, qu'est-ce que l'homme a causé sur certains des facteurs les plus importants pour l'environnement. Mais après, pour trouver les solutions, c'est vrai qu'il faut regarder ça d'un autre regard, peut-être celui que vous avez, la philosophie. Le climat, bien sûr, est naturellement gouverné par le Soleil, ses variations, l'orbite de la Terre autour du Soleil, et ainsi de suite. Seulement, il y a des facteurs qui viennent effectivement interférer avec ça, et c'est notamment la composition de l'atmosphère. Et dans la composition de l'atmosphère, il y a évidemment les gaz que l'on appelle à effet de serre, qui absorbent le rayonnement que la Terre devrait renvoyer vers l'espace, et au contraire renvoient ce rayonnement sur la Terre, conduisant à un réchauffement. Et donc pour nous, c'est très simple. Le marqueur le plus essentiel, c'est le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, comme on peut l'appeler aussi. Parce que dès que vous brûlez une forêt, dès que vous mettez en route un moteur, dès que vous faites tourner une usine, vous produisez du CO2. C'est vraiment le meilleur intégrateur des activités humaines. Et donc pour nous, comme on a eu la chance de découvrir dans les glaces la composition de l'atmosphère et ce CO2 depuis 1 million d'années, on voit très bien qu'on tout d'un coup, et on place ça au début du 19e siècle, on est entré dans ce que l'on appelle l'anthropocène. C'est ça. Alors, d'un point de vue plus philosophique, c'est la question de savoir pourquoi on est entré dans cette nouvelle ère. Pourquoi est arrivée la société qu'on appelle thermo-industrielle? Parce qu'en fait, la société industrielle a existé avant, au XVIIIe siècle, avec les moulins à eau. La société industrielle, c'est une forme d'organisation militaire, en fait, de la production. Et tout d'un coup, cette organisation industrielle, fondée sur les moulins à eau, s'est tournée vers une nouvelle technologie qui était fondée sur l'énergie fossile. Les moteurs
thermique, d'abord à vapeur, puis ensuite à explosion. Et le CO2 vient de tout cela. Donc la question aussi de l'Anthropocène, c'est pourquoi a-t-on choisi une voie de l'évolution qui nous condamnait à court terme? À court terme, parce que qu'est-ce que c'est que 200 ans dans l'histoire de l'humanité? Et cet Anthropocène que vous décrivez, dont vous décrivez l'origine, et que vous, au moins, vous pouvez bien mesurer, et mesurer en particulier l'origine, des historiens contestent cet aspect-là, en disant nous sommes dans la suite d'une évolution technologique, naturelle, avec augmentation de la puissance de l'homme sur la nature. Mais c'est totalement faux. Il y a un renversement brutal de l'action de l'homme sur la nature, parce qu'il passe d'un moment où il tient compte des contraintes naturelles. Par exemple, une usine qui travaille avec de l'eau, elle n'est que là où il y a des rivières. À partir du moment où le charbon arrive, on peut mettre des usines partout à la campagne et au fond, polluer partout. Donc ce lien entre l'Anthropocène et la civilisation thermo-industrielle est une évidence absolue, à mon avis. Oui, mais moi, je dois dire que je trouve ça tout à fait normal. L'homme, il a envie de pouvoir, il a envie de confort, il a envie... Donc il trouve un truc et il le met, il le développe, il l'utilise sans penser à ce que pourrait être un effet de cela. Si vous voulez, pour moi, un très bon exemple, c'est le Japon, maintenant, c'est-à-dire l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, pour moi, c'est vraiment caractéristique de l'Anthropocène. On rentre dedans, on fait ça dans des endroits où on ne devrait pas le faire. Après, on est emprisonné là-dedans parce que ça produit beaucoup d'énergie. Et on ne revient pas. On a mis tout l'argent là-dedans. On n'a pas cherché à voir comment convertir le soleil pour avoir une énergie vraiment utilisable et disponible. Et donc, on s'est enfermé dans une procédure. Et typiquement, ces histoires de radioactivité, c'est caractéristique, pour moi, de l'Anthropocène. Mais moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous sur le fait que, naturellement, enfin, plutôt que génétiquement, l'homme est programmé pour exercer sa puissance sur la nature. Je pense que c'est une question culturelle. C'est un fait social et qui s'est produit au XIXe siècle avec cette énergie fossile qui a transformé vraiment notre vision de la nature, en ce sens que, avant, ces contraintes nous imposaient, même si on ne le voulait pas, mais à tenir compte de la nature comme un sujet. À partir de la révolution thermo-industrielle, la nature n'est plus un sujet. Déjà Descartes disait qu'elle était une chose qui n'avait pas de valeur, et toute la philosophie du XVIIIe l'a dit, mais là, ça devient une réalité concrète. Cette nature est totalement méprisée, et avec les moyens d'en faire ce que l'on veut. On dit la même chose, c'est vrai que moi je n'ai pas une carrière d'historien, simplement j'ai mesuré les impacts de l'homme sur l'environnement global. Quand j'ai vu dans les neiges du pôle Sud les retombées radioactives de tests qui étaient faits en Europe il y a 30 ans, je me suis dit, on n'a qu'une planète, on n'a qu'une atmosphère. Et quand on fait quelque chose, il faut essayer de voir à quoi ça va nous mener. Même aujourd'hui, nous sommes aveugles. Alors, il faut analyser la société de maintenant. La société maintenant, prenons un exemple, le Grenelle de l'environnement. On prend des grands principes, mais finalement, dans la réalité, les décideurs, les politiques, c'est le court terme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Grenelle de l'environnement, il va rester une bonne intention. Et pourtant, tout le monde est bien informé. Et pourtant, on n'agit pas. Moi, ça, je ne sais pas expliquer pourquoi. Je le regrette, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais peut-être vous avez, vous, une explication. Non, j'ai pas d'explication, mais il y a quelques pistes. Par exemple, je crois qu'au XIXe, l'idéologie du progrès a été un élément moteur de cette moteur à tous les sens du terme, hein, de cette transformation de la société, et que l'on a cru à travers l'usage des technologies fondées sur la chaleur pouvoir acquérir un confort, et on l'a eu, c'est vrai, un confort qui était inimaginable par rapport aux civilisations passées. On est entré dans une voie qui nous apportait immédiatement des avantages considérables. Et c'est vrai qu'il était un peu difficile de penser à l'avenir.
Cela dit, vous connaissez sans doute l'économiste anglais du 19e, Jevons. Oui. Richard Jevons qui a averti que si l'on continuait comme ça à exploiter le charbon viendrait à manquer et qu'on retomberait dans une situation catastrophique d'ici 2 siècles. C'est Jevons qui est aussi l'inventeur de l'effet rebond d'ailleurs. L'effet rebond est une conséquence d'un paradoxe. À mesure que les avancées technologiques améliorent l'efficacité énergétique, la production croît et la consommation totale de l'énergie augmente au lieu de diminuer. Une alerte lancée il y a déjà 200 ans. Des alertes qui sont passées à ce moment-là, on n'en a rien retenu. Je veux dire, et maintenant, c'est ça le pire. On se demande si on retient quelque chose. Apparemment, cette constatation que nous sommes dans l'Anthropocène, que nous bouffons la nature, eh bien, ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de résoudre, là, maintenant. Oui. Il y a eu le devenir de la planète à Rio, là, c'était il y a 20 ans, beaucoup d'espoir. Et Rio, on va refaire ça l'année prochaine. Oui. Et on peut dire qu'entre les deux, il ne s'est pas passé grand-chose, à part des déclarations d'intérêt. Et donc là, ce n'est pas le fait que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ne veulent pas arrêter le système dans lequel nous sommes. Oui, oui. Justement, je crois qu'une des dimensions, disons, psychosociales de l'Anthropocène, c'est que on pense résoudre les problèmes par une fuite en avant technologique. Dans Fukushima, enfin dans le nucléaire, oui, est un exemple, oui. Puisque c'est pour résoudre le problème du CO2, soi-disant, hein, le nucléaire. Et donc il y a une fuite en avant technologique qui, je crois, est typique de l'Anthropocène. C'est-à-dire que l'Anthropocène, vous le marquez en CO2, mais on peut aussi le marquer d'une autre manière, plus sociale, qui est que c'est le moment où l'homme se croit capable, par la technique, de résoudre tous ses problèmes, qu'il crée lui-même avec sa technologie. Hein, c'est ça la fuite en avant. Et donc l'Anthropocène peut être marqué comme le moment aussi de la fuite en avant technologique. Enfin, moi, c'est un peu aussi... Oui, alors quand vous parlez de technologie, moi, il y a un terme qui me hérisse, c'est le mot innovation, que l'on voit maintenant partout. Et l'innovation, ça peut être le pire ou le meilleur. Et pour moi, c'est un terme qui n'a pas de sens. Il n'y a pas une éthique derrière. Cette innovation dont nous avons besoin, elle est d'un tout autre type, et elle correspond exactement à ce que vous dites. C'est-à-dire en fait, c'est comment sortir de l'Anthropocène. Ce serait ça la véritable innovation. Oui. Cette question, on peut se la poser pour le climat, si vous voulez. Donc, dans une optique où les grandes variations naturelles de notre planète, elles sont connues, il y a des périodicités qui sont liées à la balade de la Terre autour du Soleil. Il fait chaud tous les 100 000 ans, il y a des âges glaciaires entre-temps, et en gros, nous sommes naturellement dans une période chaude qui s'appelle l'Holocène, qui a commencé à peu près il y a 10 000 ans. Mais simplement, ce cycle-là est maintenant interrompu à cause justement de ces gaz à effet de serre qui font que la teneur en atmosphère, eh bien, elle s'envole et que le réchauffement climatique, lui aussi, sort des normes. Donc, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas l'homme? Je crois qu'on n'aurait pas ces extrêmes de température maintenant, qui d'ailleurs apparemment sont des sources de véritables catastrophes, inondations, migrations et ainsi de suite, qui semblent liées à ce réchauffement dû aux activités humaines. Donc pour moi, on continuerait, comme on le voit dans nos enregistrements, sur 1 million d'années, dans quelques temps, 1000 ans, 10 000 ans, on ne sait pas trop, on repasserait dans un âge plus froid. Mais alors, les variations de température donc, sont récurrentes, sont cycliques. Oui, cycliques. Et les plus grandes oscillations sont de combien de degrés En gros, pour comparer, si vous voulez, le climat actuel avec le climat qu'il y avait il y a 20 000 ans, le pic du dernier âge glaciaire, en moyenne sur la Terre, c'est 5 degrés centigrades. 5 degrés centigrades donc de réchauffement, qui ont notamment pour effet de conduire à une hausse du niveau des mers de 100 mètres. Et là, on rejoint des chiffres qu'on évoque
sur le réchauffement à venir. 5 degrés, c'est considérable. C'est-à-dire qu'en plus de ces 5 degrés, il y aurait 5 degrés en plus de la variation. Il y aurait bien plus. Plus de degrés, plus 6 degrés à la fin du siècle. Et les raisons de cette dispersion, on les connaît. Le climat, on ne connaît pas tout, il y a encore plein de recherches à faire. Et surtout, quel type d'énergie allons-nous choisir? Si on fait du nucléaire, on a des tas de problèmes, mais il n'y a plus de CO2, et donc on ira moins haut en réchauffement climatique. Si on brûle le dernier pétrole qu'on a, ou si on commence à exploiter le charbon, tout ça, on ira plutôt dans l'hypothèse des 6 degrés centigrades. Et c'est considérable dans l'histoire des variations naturelles de la Terre. Dans le cadre du réchauffement climatique, il y a eu des débats à travers le GIEC, par exemple, autour des critiques qu'a fait le Danois Björn Lomborg, qui a repris des statistiques avec lesquelles il essayait de montrer que ces variations de température pouvaient s'expliquer autrement que par l'arrivée de la société industrielle et par le CO2. Et c'est là-dessus qu'en fait, certains en France, comme Claude Allègre, ont fondé leur raisonnement. Or, ce Björn Lomborg vient justement maintenant de se repentir et de dire qu'en fait, il s'était trompé. Et qu'il y a réellement réchauffement climatique. Enfin, d'ailleurs, tous ceux qui critiquent l'aspect anthropocène, eh ben, pratiquement maintenant, ils sont réduits à néant. Il n'y a plus personne qui arrive réellement à le contester. Mais au-delà de ce que vous faites avec les carottes glaciaires et de ce que vous démontrez aux yeux des scientifiques, je veux dire que c'est dans le sens commun, parce que la planète est vivable à peine 10 km au-dessus de la Terre. Il y a 10 km où on peut encore imaginer que la vie existe. Après, c'est fini. Or, qu'est-ce que c'est que 10 km? C'est quand vous êtes dans la banlieue parisienne, c'est la Tour Eiffel. Nous avons une espèce de vie qui est entre, disons, Sarcelles et la Tour Eiffel. C'est ahurissant qu'on ne se rende pas compte que, nécessairement, à partir du moment où on envoyait toutes ces saletés dans l'atmosphère, où on développait une industrie fondée sur le pouvoir de la chaleur, on allait réchauffer la planète. C'est au-delà du CO2 qu'on mesure et qui est l'indicateur de cela. Mais il est évident que si on allait balancer toute cette chaleur dans ce qui est notre petite enveloppe de vie extrêmement minuscule, je vous dis de Sarcelles à la Tour Eiffel, il est évident qu'on allait produire des catastrophes. Et je pense que si personne n'a voulu le prendre en compte, c'est parce que nous étions effectivement totalement enfermés dans l'idéologie du progrès. La fée électricité, c'est une sorcière. On le voit bien avec Fukushima, mais le développement de l'énergie électrique va nous amener plus rapidement que tout le reste dans l'impasse. Parce qu'on fabrique l'énergie électrique avec des énergies fossiles ou nucléaires, et qu'avec l'électronique et l'informatique moderne, on a une inflation de la demande énergétique, électrique, gigantesque. Donc je crois qu'on est, bien qu'on soit dans l'Anthropocène, eh bien on est encore très loin de comprendre ce qui se passe. Et une des raisons pour lesquelles on ne comprend pas ce qui se passe, c'est le choix de l'électricité comme étant le vecteur privilégié du progrès technique. C'est la fin de l'Anthropocène, mais il faut lui trouver un nom, et on ne sait pas quand elle arrivera. Oui, la prochaine ère pourrait se faire sans l'homme aussi. Ça peut être justement... Moi, je ne crois pas que la vie va disparaître sur la Terre. Je ne suis pas de ceux qui croient que l'homme il va toujours trouver un abri quelque part pour survivre. Vous pensez que... Ouais. Oui. Pour moi, ce n'est pas l'espèce humaine. Ceci dit, il n'en restera pas beaucoup. Mais je ne crois pas que la vie peut disparaître comme ça. La vie ou l'espèce humaine, c'est ça? L'espèce humaine. L'espèce humaine. L'espèce humaine. Parce que dans le passé, quand même, quand ce n'était pas l'homme qui dominait la nature, il y a eu quand même des conditions assez drastiques et dramatiques à certaines périodes. L'homme, il s'en est toujours sorti. Donc on va tuer beaucoup de gens, mais il en restera toujours qui vont monter leur petite baraque au Sahara ou en Antarctique, je ne sais pas, mais voilà. Oui, mais cette nouvelle ère donc est en fait inenvisageable, parce que en réalité, c'est justement penser l'impensable, c'est penser l'après-anthropocène, alors que déjà dans l'anthropocène, on n'arrive pas à penser les limites de ce que nous faisons. Arriver à penser ce qui peut suivre, c'est inconcevable.
Ben moi, les petits repères positifs que j'ai dans cette histoire sont deux personnes que j'ai côtoyées, par exemple dans des croisières où on a beaucoup discuté. C'est Michel Serres et Edgar Morin. Oui. Et Edgar Morin, il y a une image que j'aime beaucoup. On est dans le crépuscule maintenant. Et le crépuscule, c'est pas forcément, pour beaucoup, c'est le moment où le soleil va se coucher. Mais la signification du mot crépuscule, c'est le moment où il va rebondir, il va repartir. Et il y a derrière ces propos un petit peu d'espoir. On ne sait pas comment ça peut arriver, mais il cite des cas où l'homme a su se relever. Et pour moi, la chose à laquelle je peux un peu participer, c'est le métier que vous pratiquez, c'est-à-dire c'est l'éducation. C'est pas pour demain, mais je crois qu'on a beaucoup de choses à faire dans ce domaine pour changer justement le comportement à travers l'éducation. Oui, à travers l'éducation, mais vous savez que l'éducation, elle passe beaucoup par les médias et que les médias ont une autre approche de la question et dans laquelle cette façon de parler d'anthropocène comme étant un grand danger qui menace l'humanité, bien sûr, apparaît, mais ça apparaît sous la forme développement durable, qui n'est qu'une continuation de ce qu'on a déjà, de ce qu'on fait. Hein. Donc, j'ai un peu peur. D'un autre côté, je suis d'accord entièrement avec Edgar Morin. Ça me fait penser à un mot d'un ethnologue un peu très marginal, mais qui avait eu beaucoup de succès dans les années 68, qui s'appelle Carlos Castañeda. Et il écrit beaucoup de livres, et en particulier un qui s'appelle Herbe du diable et petite fumée, qui était très à la mode. Et dans ce livre, il parle du crépuscule. En fait, il dit le crépuscule, c'est la brèche entre deux mondes. Et entre deux mondes, c'est pas le monde de l'obscurité, c'est un autre monde. C'est un monde où, pour lui, c'était le monde où les esprits se réveillent, enfin bon, c'est le monde des chamans. Mais ce que l'on vit comme étant une fin est aussi un renouveau. Donc on peut espérer que cet anthropocène est aussi le début d'un renouveau. Oui. Et c'est le seul espoir qu'on peut avoir, mais je crois que c'est un espoir qui n'est pas faux. Dans l'espoir qu'on peut avoir, moi je suis du côté de ceux qu'on appelle les décroissants. C'est-à-dire qu'il faut essayer de limiter, et dans un premier temps, puis de faire baisser notre consommation à travers une redistribution des richesses aussi au niveau de la planète, ce qui est autre chose. Mais je pense que le seul moyen, c'est de décroître dans nos besoins pour arriver à stabiliser le rapport avec la nature. Mais ça, c'est un peu comme l'anthropocène. Hein. C'est un mot qu'on commence à considérer comme possible, oui, mais un petit peu compliqué pour un scientifique comme moi. Ça veut dire qu'on veut mêler dedans le plaisir de vivre, le bonheur de vivre. Il faut un peu le quantifier, des choses comme ça. Mais c'est vrai, maintenant, la décroissance n'est pas... C'est pareil que quand le mot anthropocène a été créé, on disait mais ils sont fous ceux-là. Et la décroissance, maintenant, on commence aussi à en parler. En tout cas, ce n'est plus un mot tabou, oui, puisqu'il y a quand même un journal qui s'appelle La Décroissance qui se vend bien, il y a une revue Anthropia, il y a même il y a un institut qui vient de se créer, l'Institut Momentum, qui s'appelle Pour sortir de l'Anthropocène. L'Institut Momentum. Donc, vous voyez, il y a quand même des gens qui réfléchissent. Ah non, mais moi, je suis... Oui, il y a quand même, il y a un embryon quelque part. Mais des décisions se prennent dans l'urgence pour répondre à des problèmes qui n'ont rien à voir avec cette vision du long terme qui est nécessaire. C'était très intéressant, mais c'est déjà fini. À bientôt avec de nouveaux invités, toujours en face à face, pour affronter des points de vue.